Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui puisque je vais vous parler de Rovanian Region Guide qui est un supplément pour Adventures in Middle-earth. Ça a été publié par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017 et ça fait 144 pages. Je poursuis l'exploration de la gamme d'Adventures in Middle-earth avec le Rovanian Region Guide. À ce stade, l'aspect transposition de la gamme de l'anneau unique devient plus marqué, car si les premiers suppléments, avec leurs considérations techniques abondantes, mais les reprises de la gamme originelle et développements plus inédits liés au système des D5, nous en arrivons cette fois à un supplément d'ordre essentiellement fluff, comme disent les bons Français, qui comme tel reprend presque mot pour mot son modèle, en l'espèce le guide des terres sauvages. Les modifications portent donc essentiellement sur les rares passages où les règles doivent intervenir, par exemple, nouvelles cultures héroïques, nouvelles entreprises de communauté, bestiaires et caractéristiques des autres PNJ, ce genre de choses. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire l'essentiel et de loin, rien de bien neuf a priori par rapport au guide des terres sauvages. Je suppose donc que ma vieille chronique de ce supplément demeure en gros valable, même si je dois dire qu'aujourd'hui j'envisage l'ensemble de manière plus positive encore. Pour autant, comme dans la gamme de l'anneau unique, il serait sans doute préférable d'envisager ce supplément de contexte en même temps que les deux suppléments de scénario qui le précèdent et le suivent dans la chronologie de la gamme, à savoir Wildland Adventures, reprenant largement Contes et légendes des terres sauvages, et Mirkwood Campaign, même chose pour Ténèbres sur la forêt noire. J'ai d'ores et déjà lu le premier qui m'a pleinement satisfait, mais il me paraît préférable, contre l'ordre de publication, de commencer par le supplément de contexte, et je lirai très prochainement Mirkwood Campaign, je vous tiens au jus. Donc, le Rovanian Region Guide est un supplément de contexte qui couvre la majeure partie des terres sauvages, soit le cadre initial des gammes aussi bien de l'anneau unique que d'Adventures in Middle-earth. Il est sans doute utile, avant d'envisager la chose de manière davantage détaillée, de définir juste un peu plus précisément la région couverte par ce guide. Pour l'essentiel, il s'agit à l'ouest de la vallée de l'Anduin, des montagnes au nord jusqu'à la Laurienne au sud, non incluse, de même que la Moria si jamais vous vous posez la question, mais il semblerait qu'il y a depuis quelque temps un projet de supplément dédié à cette dernière, nous verrons bien. Puis, plus à l'est, le guide couvre l'ensemble de la forêt noire. Ces deux grands ensembles sont envisagés successivement, et au sein de chacun, on procède du nord au sud et d'ouest en est, ce qui revient dans la première partie à traverser sans cesse l'Anduin. Par contre, il importe de noter que ce supplément ne concerne pas le moins du monde les régions à l'est de la forêt noire, pourtant capitales dans cette gamme initiale. Si les brèves informations figurant dans le Player's Guide et le Lore Master's Guide ne suffisent pas, en notant que ce dernier reprend toutefois le guide de la ville du lac de la gamme de l'anneau unique, il faut alors se référer à d'autres sources, en l'espèce essentiellement Erebor pour l'anneau unique, que j'ai chroniqué assez récemment et qui couvre non seulement le mont solitaire mais aussi Dal et les régions environnantes. Ce supplément relativement récent pour l'anneau unique et à l'heure actuelle le dernier à avoir été traduit en français sera probablement transposé pour Adventures in Middle-earth un de ces jours, mais je n'en sais pas davantage. Dans l'immédiat, si c'est le seul contexte qui importe, on peut bien sûr se référer à ce guide de la gamme originelle. Bien évidemment, d'autres régions ont pu être décrites dans d'autres suppléments sans que cela soit aussi problématique, car elles sont cette fois bien distinctes des terres sauvages. Voyez par exemple Foncombe pour l'anneau unique, mais il y a eu aussi en VO seulement et pas lu de mon côté, le Rohan ainsi que Brie. Enfin, on relèvera que ce guide englobe 3 des origines culturelles jouables, à l'ouest de la forêt noire les Béornides et les hommes des bois, au nord de la dite forêt, le royaume sylvain des elfes. Le guide s'ouvre sur des considérations générales où l'histoire a une place importante. Le Rovanian, tel qu'il est décrit dans ce supplément, qui mêle comme de juste des créations personnelles à l'orthodoxie purement tolkienienne, a une complexe histoire qui s'articule autour de 2 mouvements majeurs. D'une part, la présence fluctuante des hommes du Nord, qui sont à l'origine de plusieurs des cultures de la région, mais aussi de celle des Rohirrim, avec Eorl le Jeune, etc. Ces hommes n'ont cessé de naviguer le long des berges de l'Anduin et éventuellement aux lisières de la forêt noire, ainsi qu'à l'est de cette dernière, où leurs réalisations majeures n'ont toutefois guère laissé de traces, même si l'idée au moins d'un antique royaume du Nord a persisté dans les légendes et continue d'inspirer certains monarques en puissance à l'époque du jeu. Les mouvements migratoires associés à cette histoire tumultueuse ont beaucoup compté dans l'établissement et la perpétuation, ou au contraire l'oubli, de cultures propres à la région et dotées d'identités marquées. D'autre part, bien sûr, il faut prendre en compte la présence, elle aussi fluctuante, du nécromancien et de ses séides à Dol Guldur, qui fournira le prétexte à Ténèbres sur la forêt noire ou Mirkwood Campaign. L'idée générale est celle d'une corruption progressive et parfois assez rapide de la région dans son ensemble, ce qui se manifeste plus que jamais dans la dégradation du splendide Verbois-le-Grand en l'inquiétante forêt noire.
car si le nécromancien et les siens sont régulièrement chassés de Dol Guldur, ils reviennent toujours et leurs absences temporaires ne suffisent pas à réparer le mal qui a été fait. À mains égards, la corruption est inéluctable et le sera encore à l'avenir. Les héros ne sauveront pas la région. En outre, la corruption du nécromancien s'étend au-delà de la seule forêt noire. À l'ouest, la vallée de l'Anduin a subi elle aussi les contre-coups, et nombre des hommes qui y vivent ont plus ou moins fait serment d'allégeance à Dol Guldur, pas forcément en raison d'un tempérament véritablement maléfique, mais souvent par absence de toute alternative. Ces deux trajectoires, pas nécessairement liées, me paraissent les plus importantes. Ce qui a son revers, les elfes dans cette histoire sont en fait essentiellement en retrait. Verbois le Grand entier a été leur, mais ils n'ont pu s'opposer avec efficacité aux nécromanciens. Dès lors qu'ils ont reculé, le mal était fait et on n'y reviendrait plus. La politique isolationniste de Thranduil, qui s'est repliée avec ses sujets dans le royaume sylvestre au nord de la forêt, a achevé de graver dans le marbre ce déclin funeste. Les nains sont bien sûr encore moins présents, mais pas totalement absents. Ce sont eux qui ont construit jadis la vieille route de la forêt, et leurs allers et retours entre les monts du Fer et les lointaines montagnes bleues ont participé à l'identité culturelle de la région. Quant aux hobbits, j'y reviendrai. Le guide couvre 11 régions rassemblées sous l'intitulé des Pays de la Rivière et 8 autres qui constituent l'ensemble la Forêt Noire. Chacune de ces 19 régions est présentée de la même manière, avec en tête une carte plus resserrée qui permet de faire figurer les lieux notables de chaque région. Il y en a généralement 3 ou 4 pour chaque item. On commence par quelques généralités qui s'achèvent toujours par des suggestions d'environnement adaptés pour typer les combats, renvoyant au système du Lore Master's Guide. Ensuite, nous avons quelques brefs développements sur la faune et la flore, puis sur les habitants de la région. Cette dernière catégorie est généralement assez brève, s'en tenant à ce stade à des généralités. Les terres sauvages sont en tant que telles souvent assez désertes, mais il y a tout de même autour des berges de l'Anduin des régions davantage peuplées, tout est relatif, au cœur du pays béornide ou de celui des hommes des bois en tout cas. Cependant, des peuples non affiliés peuvent être croisés çà et là, et des brigands un peu partout. Le cas de la forêt noire est différent. À l'ouest, il y a certes les hommes des bois et au nord le royaume sylvestre, mais tout le reste est inhabité, sinon par des créatures infréquentables. Puis viennent les deux parties les plus développées, relativement équilibrées cette fois, avec les exceptions des régions où règnent les béornides, les hommes des bois et les elfes sylvains, forcément plus détaillés. On commence par quelques PNJ notables qui peuvent être bons ou mauvais. Les caractéristiques de ces personnages, quand il y en a, se trouvent généralement dans cette section, à l'exception de celles des créatures, les orques, les araignées, qui relèvent autrement du bestiaire, auquel cas, même pour les personnages uniques, il faut se référer au dernier chapitre de ce supplément. Plus ou moins bizarrement, les hommes génériques tels que les hommes des collines du Gundabad ou les hommes sauvages de la forêt noire figurent également dans ce bestiaire seul. On trouve parmi ces PNJ des garants éventuels, y compris parmi les célébrités des terres du milieu. Mais dans ce dernier cas, leurs caractéristiques ne sont pas systématiquement mentionnées. À titre d'exemple, nous avons celle de Thranduil, mais pas celle de Radagast. Quant à Beorn, nous ne l'avons ici que sous sa redoutable forme d'ours. Je suppose qu'il faut se référer à d'autres suppléments pour le reste. Même amoindri, le défaut récurrent de la gamme de l'anneau unique, à savoir qu'elle impliquait souvent de jongler avec plusieurs volumes, a laissé quelques traces dans la gamme d'Adventures in Middle-earth. Ceci dit, en a-t-on vraiment besoin de ces caractéristiques? Plus utile pour nombre de ces PNJ, et pas seulement les stars, nous avons les informations concernant leurs motivations et leurs attentes, qui permettent d'utiliser au mieux le système des audiences. Ce qui me paraissait superflu ou trop compliqué à première vue, mais chaque supplément lu m'incite davantage à en faire finalement l'usage. Enfin, chaque région a donc ses lieux notables mentionnés sur la carte de la région. Ces lieux sont très divers, allant de la ruine étrange au village, en passant par le donjon ou la clairière. Pour les plus importants de ces lieux, en termes narratifs s'entend, nous disposons parfois de cartes, mais c'est tout sauf systématique, et je suppose notamment que certaines ont été délaissées parce que figurant soit dans Wildland Adventures, soit dans Backward Campaign, et on en revient le cas échéant au jonglage peut-être. Le plus souvent, ce sont des lieux bons qui bénéficient d'une carte, même s'il y a quelques exceptions, Dol Guldur. Enfin, dans ces différentes sections, mais surtout dans les deux dernières, on trouve ça et là des amorces de scénarios généralement intéressantes, mais des amorces, certainement pas des trucs clés en main, ce n'est pas le propos de ce supplément. Quoi qu'il en soit, de manière générale, c'est du très beau boulot, l'idéal pour un supplément de contexte de ce type. Il n'y en a ni trop ni pas assez. Les apports personnels se mêlent généralement très bien aux informations fournies par Tolkien lui-même. L'ambiance est soignée, tout particulièrement en ce qui concerne la forêt noire, dont on appréhende bien qu'elle n'est pas une forêt comme les autres. Enfin, chaque région a son identité propre, heureusement pas au prix de la cohérence globale. C'est un univers crédible, pas un patchwork, à la différence par exemple du cadre de campagne La mer intérieure pour Pathfinder, même si j'avais apprécié la lecture de ce supplément. Oui, c'est du beau boulot, vraiment.
tout supplément de contexte qu'il soit, le Rovanian Region Guide comprend cependant quelques éléments d'ordre technique, rares mais qui peuvent avoir leur importance. J'avais déjà relevé que, même si ce n'est pas systématique, on trouvait de temps en temps des caractéristiques pour les PNJ. Un bref bestiaire en fin de volume complète ces données éparses en répartissant les antagonistes par catégorie. Les périls de la vallée de l'Anduin, les émissaires de l'ennemi, les périls de la forêt noire. Oui, la deuxième catégorie est à bon droit distinguée des deux autres. Et ce aussi bien pour des créatures génériques que pour des monstres uniques et nommés chef orc ou warg pour l'essentiel. On découvre donc ici de nouvelles variations sur les orques, mais aussi sur les araignées, des hommes mauvais pas entrevus jusqu'alors, et des trucs plus bizarres qui pour l'essentiel respectent le canon tolkienien. Je suis un peu sceptique pour certaines choses, comme les basiliques, mais pas au point du rejet. À noter pour les ceux qui se plaignaient du manque de challenge dans le seul bestiaire du Lore Master's Guide, ce n'est pas vraiment ce supplément qui répondra à leurs attentes, davantage les recueils de scénarios comme Wilderland Adventures à vue de nez. On n'y dépasse que rarement le niveau de Challenge 4, cependant cela arrive parfois, et les 3 araignées nommées de la descendance d'Arachne sont d'un tout autre niveau, c'est peu dire. Comme dit précédemment, certains des PNJ rencontrés peuvent devenir des garants, et les lieux où ils résident, des sanctuaires. On trouve ça et là quelques informations permettant de mettre en scène comment les PJ pourraient ouvrir tel ou tel sanctuaire, et rencontrer au moins tel PNJ, dans l'espoir d'en faire peut-être un garant plus tard. Par ailleurs, un nombre non négligeable de sanctuaires potentiels sont associés à des entreprises de la phase de communauté unique, et c'est vraiment ainsi que cette phase devient enthousiasmante et toujours plus riche, même si, honnêtement, certaines de ces entreprises n'ont guère d'intérêt, mais au moins il y a du choix. Enfin, relevons que ce guide offre la possibilité d'intégrer au jeu 3 nouvelles cultures héroïques, même s'il s'agit surtout de variations sur des cultures existantes pour l'essentiel. Ainsi, très clairement, des hommes des bois de Castelpic, qui ne sont pas très bois, justement, et des elfes volages, je ne sais plus comment ils traduisaient Wayward. Une troisième culture est cependant un peu à part, celle des hobbits sauvages de la vallée de l'Anduin. Ils ont assurément davantage de raisons de se trouver ici que leurs lointains cousins de la comté, mais je ne suis pas certain qu'ils soient très jouables. C'est quand même quelque chose de vraiment à part dans cet univers, un secret, pour ainsi dire. Le Rovanian Region Guide, comme son modèle le guide des terres sauvages, est donc un très bon supplément de contexte, riche d'informations toujours pertinentes et utiles, sans trop en faire mais sans jamais qu'il y manque quoi que ce soit. C'est aussi un livre d'une lecture très agréable, du genre qui fait plaisir même quand on n'envisage pas vraiment d'y jouer, en ce qu'il est bien écrit et agrémenté d'illustrations de qualité, bien dans l'ambiance. Je regrette juste un peu que certains plans soient en bichromie, généralement en rouge sur fond beige, mais bon, c'est vraiment pour pinailler. Je suis donc toujours enthousiaste, d'autant que j'ai lu depuis Wilderland Adventures, que j'ai beaucoup aimé, et dont je vous parlerai très prochainement. À suivre donc.